Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle présentation intitulée Les seuils en sport d'endurance. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait une comme ça. Je me réjouis de la faire pour vous. Comme tu le sais, c'est mon premier jet et donc je te communique, je te partage cette présentation avec comme demande en retour simplement ton feedback, un retour critique sur le contenu, sur le déroulement, sur les choses qui sont bien, les choses qui sont moins bien. Je prends tout, le positif, le négatif, tant que c'est constructif. Donc, merci d'avance de me faire un retour constructif sur cette présentation. Si je bégayais un petit peu, c'est normal parce que je suis encore en train de pratiquer tous les tenants et les aboutissants de cette présentation pour faire en sorte qu'elle soit la plus cohérente possible et la plus claire possible. Et donc, je me réjouis de faire cette petite présentation pour toi aujourd'hui. Allez, c'est parti. Avant de passer sur ma présentation, je te conseille d'aller lire cet article par Mathieu Lambert, lien dans la description. Matt a publié cet article il n'y a pas longtemps qui parle des différents domaines d'intensité, qui est étroitement lié au concept des seuils, comme tu le verras dans cette présentation. Et vu qu'il a publié cet article on va dire, même quelques jours, une semaine avant que je termine cette présentation, je te conseille d'aller la lire. C'est bien. En toute honnêteté, je l'ai parcouru rapidement. Je ne l'ai pas lu complètement, simplement parce que je ne voulais pas être influencé directement par son article par rapport au contenu de ma présentation. Donc, Matt, je lirai ton article au complet une fois que j'aurai publié ma présentation complète également. Mais quoi qu'il arrive, c'est de la qualité. Donc, va lire l'article de Matt, lien dans la description. Tout d'abord, on va commencer avec une petite définition. Un seuil, c'est quoi? Définition très générale ici, la magnitude ou l'intensité qui doit être dépassée pour qu'une certaine réaction, phénomène, résultat ou condition se manifeste. Donc, on va partir avec cette idée-là. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui change dans le corps, dans notre physiologie, et c'est ça qui va déterminer nos seuils. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître et de comprendre les seuils? Déjà, ça nous permet de calibrer nos entraînements de manière correcte, c'est-à-dire que en dessous de certains seuils, il va y avoir certains processus physiologiques qui se déroulent. En dessus de certains seuils, d'autres physiologiques, d'autres processus vont se dérouler. Et selon les adaptations qu'on recherche au niveau des entraînements, eh ben, c'est important de respecter nos seuils, de respecter nos domaines d'intensité pour vraiment s'assurer que le travail fait fournisse les adaptations recherchées. Une autre raison de bien comprendre les seuils, c'est pour quantifier ses progrès, en sachant que plus tu es en forme, plus tu te développes au niveau physiologique, au niveau physique, au niveau de tes performances, eh ben, tes seuils vont évoluer et bouger également. Et donc, de connaître les seuils te permet de quantifier tes progrès. Maintenant, on va regarder la question de combien y a-t-il de seuils. La question qui fait un petit peu mal, ici, on a un graphique de Jamnik et al. En 2018 qui nous montre les différents seuils de lactatémie selon les différents processus de calcul. Si je ne me trompe pas, tous ces différents seuils sont basés sur un seul test d'une seule personne et ils ont simplement utilisé des formules différentes pour calculer ces différents seuils. Donc, un petit peu de confusion ici au niveau de ce qui se passe côté lactatémie. Et pour ajouter un petit peu de complexité, on a aussi les seuils ventilatoires. On parle de seuil aérobie, on parle de seuil anaérobie, on parle de seuil critique. Donc, on a énormément de définitions différentes. Et l'idée aujourd'hui, ça va être de clarifier un petit peu tout ça et de simplifier cette idée de seuil pour qu'on comprenne comprenne vraiment bien de quoi on parle et qu'on puisse faire les choses correctement. J'ai fait un petit sondage sur Twitter parce qu'on sait que Twitter, c'est là où on fait les meilleurs sondages. Et j'ai demandé donc quel seuil utilises-tu et pourquoi. J'ai proposé VT1, VT2 qui sont donc le Ventilatory Threshold 1 et 2, donc les seuils ventilatoires, LT1 pour le seuil de lactate 1, MLSS pour l'état stable maximal du lactate, GET and Critical Power, Critical Speed. GET, c'est the Gas Exchange Threshold, le seuil d'échange des gaz. On a ensuite le concept de puissance critique et de vitesse critique ou autre. Et on a même certains qui nous ont répondu entre deux, James de Sprague Performance, qui lui utilise par exemple le LT1 et la puissance critique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
il y a 1000 façons de faire les choses au niveau des seuils. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer de ramener tout ça, un petit peu tout ça. On a de la chance, on a une étude de 2021, de cette année, de David Poole et al., qui nous donne un début de réponse sur les seuils communs. Ici, on voit 2 seuils communs qui sont définis et qui, en gros, délimitent les bordures entre les différents domaines d'intensité. Donc, comme je le disais, l'article de Matt parle spécifiquement des différents domaines d'intensité. On voit ici domaine modéré, domaine d'intensité élevé qui s'appelle heavy en anglais, et on a ensuite le domaine d'intensité sévère ou severe en anglais. Et on voit donc ces deux seuils principaux qui délimitent, qui démarquent ces différents domaines d'intensité. Si on regarde notre premier seuil ici, on a plusieurs noms qui lui sont assignés, le seuil du lactate, le seuil ventilatoire, le seuil d'échange gazeux. Certains l'appellent le seuil anaérobie aussi. Malheureusement, celui-là serait, à mon avis, faux ou pas le bon terme pour ce seuil-là. Ensuite, on a le deuxième seuil. Ici, on voit les différents exemples. Puissance critique, MLSS, seuil anaérobie 2, RCT, Respiratory Compensation Threshold, donc le seuil de compensation respiratoire, et j'en passe. Donc, on a énormément de différentes définitions et différentes options pour ces deux seuils. Si on essaie de clarifier un petit peu les choses au niveau des différents domaines d'intensité, on a donc le domaine d'intensité modéré, le domaine d'intensité élevé, le domaine d'intensité sévère et le domaine d'intensité extrême. Et pour démarquer ces différents domaines d'intensité, on a le premier seuil, le deuxième seuil, ensuite on a la VO2 max et PPO pour abréviation de Peak Power Output, la puissance maximale qui peut être produite. Le domaine extrême, on ne va pas en parler énormément aujourd'hui, mais pour que vous le sachiez, pour que tu le saches, c'est en gros l'intensité à laquelle tu vas atteindre une fatigue et un échec pendant un effort sans atteindre ta VO2 max. C'est-à-dire qu'en dessus, tu verras qu'au-dessus du deuxième seuil, quoi qu'il arrive, tu vas tendre vers ta VO2 max, sauf si tu as une intensité qui est si élevée que, on va dire, la fatigue et l'échec au niveau musculaire va subvenir avant d'atteindre ta VO2 max. D'où cette démarcation. Pourquoi c'est important de comprendre ces domaines d'intensité? Comme je l'ai dit avant, différentes intensités vont avoir des adaptations, on va avoir des effets au niveau physiologique qui sont différents, et selon ce qu'on veut travailler, selon ce qu'on veut développer comme qualité physique, eh ben, il est important de comprendre et de respecter ces différents domaines d'intensité afin de voir les adaptations qu'on veut. Si on parle par exemple au niveau métabolique, au niveau musculaire, eh ben, si on veut développer notre structure, on peut parler de densité capillaire, on peut parler de volume et de densité mitochondriale. Eh ben, on va vouloir faire du travail principalement dans le domaine d'intensité modérée. Alors qu'ici, on parle de fonction mitochondriale, on va plus monter dans les autres domaines d'intensité. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, et il ne s'applique pas nécessairement exactement comme celui que je viens de vous énoncer ici. Mais encore une fois, l'idée, c'est de connaître ces seuils pour bien délimiter ces intensités, ces domaines d'intensité, et pour bien ensuite effectuer le travail qu'il faut pour développer les différentes qualités physiques. Donc, on va ici définir le premier seuil au travers du prisme du lactate. Donc, le seuil du lactate 1, LT1, est défini comme l'intensité la plus faible à laquelle il y a une augmentation soutenue de la concentration du lactate dans le sang au-dessus des valeurs de repos. Et donc, si on représente ça de manière schématique, on a l'intensité sur l'axe du bas et on a le lactate sur l'axe du haut. Et dès le moment où on voit le lactate, la lactatémie sanguine s'élever au-dessus des valeurs du repos, c'est là qu'on va placer notre LT1, notre premier seuil. Pourquoi un seuil? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le lactate commence à s'accumuler au-dessus des valeurs de repos? Et là, on en revient à un principe qui est extrêmement connu dans le monde de la préparation physique, le principe de taille de Hahnemann, qui en anglais s'appelle Hahnemann Size Principle, qui nous dit que plus on va devoir produire de force, plus on va recruter et utiliser, plus on va utiliser des unités moteurs qui sont grandes,
ces unités moteurs sont rattachées à des fibres musculaires de types différents. Et en général, on dit que les petites unités moteurs qui sont recrutées en premier sont rattachées à des fibres lentes, des petites fibres musculaires, alors que les unités moteurs de taille plus importante vont être, elles, liées à des fibres musculaires de type rapide, qui sont plus grosses aussi, qui ont une production de force plus élevée. En gros, plus l'intensité de travail augmente, plus les demandes de force sont élevées et plus on va devoir recruter une proportion d'unités moteurs importantes et donc de fibres musculaires importantes pour effectuer le travail. Et ce qu'on voit, c'est que différents types de fibres musculaires ont différents paramètres, ont différentes, par exemple, les fibres lentes, les fibres de type 1, ont une petite taille comparée aux fibres rapides de type 2A et 2X. On a aussi des propriétés qui changent au niveau densité mitochondriale, densité mitochondriale et capillaire, réserve du glycogène, enzymes glycoliques et vitesse de contraction. Et donc, comme on peut l'imaginer, plus on doit produire de force, plus on va aller recruter des unités moteurs qui sont grandes et donc des fibres musculaires qui sont de plus en plus grosses et de plus en plus rapides. Et avec ça, on a un changement au niveau énergétique également, étant donné que, comme on le voit ici, les fibres de type 2A qui vont donc être recrutées après les fibres lentes, ont une densité mitochondriale et capillaire qui est moins importante. Elles ont une efficience au niveau de l'utilisation de l'oxygène qui est moins importante également que les fibres lentes. Et par contre, elles ont des réserves de glycogène et des enzymes glycoliques plus importantes qui vont, elles, engendrer l'engagement, on va dire, de la glycolyse, donc du recyclage de l'ATP au travers de cette filière de la glycolyse, de l'utilisation du glycogène et des sucres. Et donc, encore une fois, si on représente ça sur un petit graphique, on reprend ici notre schéma du principe de taille de Hahnemann. Et si on prend les fibres de type 1, les fibres lentes, les petites fibres musculaires, elles vont oxyder principalement des graisses. Et par contre, plus on va recruter des fibres de taille importante, des unités moteurs de taille importante et donc des fibres de taille importante, plus on va avoir une utilisation conséquente du glycogène et du glucose. À savoir qu'il y a une interaction extrêmement importante et intéressante entre ces deux différents processus énergétiques. Et ça, elle vient en forme de, vous l'aurez compris, le lactate sanguin. Là, on voit notre premier seuil. Et pour ceux qui aimeraient creuser un petit peu cette histoire, on a un papier de cette année de Brooks et Al qui nous parle du lactate comme étant le lien, le chaînon de connexion entre ces deux processus énergétiques. Un papier extrêmement intéressant. Et on voit donc que plus on va recruter des fibres qui sont grandes, plus on va utiliser du glycogène et du glucose, plus donc on va produire du lactate. Ce lactate va avoir une influence sur l'oxydation des graisses, en sachant que plus il y a de lactate dans le sang, moins on va oxyder des graisses. Et donc, on va basculer de plus en plus vers ces différentes unités moteurs. Comment est-ce qu'on mesure le lactate ou le seuil comment est-ce qu'on trouve ce premier seuil du lactate? Tout le monde a le lactate, tout le monde fait du lactate. Et donc, on peut le mesurer chez tout un chacun. Par contre, c'est une mesure qui est assez invasive, comme on le voit à droite ici. Sur la photo, une nageuse qui se fait piquer l'oreille entre deux intervalles de nage. Pas super chouette et pas super pratique pour le terrain. Cela étant dit, ça a été utilisé pendant des décennies avec beaucoup de succès. Donc, c'est une manière de faire les choses. Je ne suis pas là pour la critiquer, simplement vous présenter les différentes idées, les différentes options. Donc, le lactate peut être mesuré, mais ce n'est pas la méthode la plus pratique, on va dire. Si on prend maintenant une définition alternative du premier seuil, on peut parler du premier seuil, du seuil ventilatoire. Le seuil ventilatoire 1 représente un niveau d'intensité où le lactate sanguin s'accumule plus rapidement qu'il ne peut être éliminé, comme on l'a vu, au-dessus des niveaux de repos, ce qui amène la personne à respirer plus rapidement afin d'éliminer le CO2 supplémentaire qui résulte de l'accumulation des métabolites acides. Voilà, c'est bien ça. Avant cette intensité, donc en dessous du premier seuil, les graisses sont un carburant majeur, comme on l'a vu,
et seules de petites quantités de lactate sont produites. Donc, on peut mesurer ce premier seuil également au travers de la respiration. On a des outils aujourd'hui qui nous permettent, comme par exemple ce VO2 Master, un outil de mesure portatif, de mesure métabolique portatif, qui nous permet de mesurer la VO2, la fréquence respiratoire, le volume courant, les échanges gazeux sur un effort donné. On voit qu'entre les watts, entre la puissance et la fréquence cardiaque, on a une relation qui est linéaire. On voit cette même relation linéaire entre la puissance et la VO2. Par contre, quand on en parle de puissance et de fréquence respiratoire, on voit qu'il y a un point d'inflexion important ici. Pour moi, il se trouve entre 150 et 160 watts sur le vélo. Et on peut l'observer également au niveau du volume respiratoire, VE pour Ventilatory Exchange, qui est donc les litres par minute qu'on va respirer. Et là, encore une fois, on voit ce point d'inflexion entre 150 et 160 watts pour moi. Donc, on peut mesurer ce premier seuil avec un outil de mesure tel que le VO2 Master. Est-ce qu'on peut mesurer le premier seuil avec la variabilité cardiaque? Ça, c'est un concept qui m'intéresse énormément, qui est assez nouveau. Il y a quelques études qui sont sorties sur le sujet, notamment cette étude de 2021 de Bruce Rogers, qui nous parle d'une méthode pour définir le premier seuil basé sur des propriétés de corrélation fractale de variabilité cardiaque. Si vous voulez le lire, allez le lire. C'est assez compliqué, on va dire, en sachant que la variabilité cardiaque, c'est un concept et il y a beaucoup de mesures différentes de variabilité cardiaque. Il n'y a pas juste le HRV, il y a plein de mesures différentes. Et donc, je vous laisserai approfondir un petit peu le sujet. Si ça vous intéresse, faites une pause sur ce slide pour lire une partie de l'abstrait de Rogers et Al. Bien sûr, le lien est dans la description comme d'habitude. Ici, je lui avais communiqué à Bruce Rogers, je lui avais communiqué mes mesures de variabilité cardiaque pendant l'effort. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et donc, c'est basé sur le même graphique que celui de mon seuil ventilatoire. Et on voit que, alors d'après ses calculs à lui, mon seuil se trouverait, et si on regarde au niveau cardiaque, mon seuil se trouverait plus aux alentours des 180 watts, 180 watts. Ici, on le voit assez clairement sur la barrière des 0,75 sur la mesure du DFA alpha 1, qui est encore une fois, comme je l'ai dit avant, une mesure de variabilité cardiaque. Mais je digresse. Donc, on voit quand même une différence assez significative entre mon seuil ventilatoire et mon seuil de HRV, à savoir si c'est parce qu'il y en a un qui est correct et l'autre qui ne l'est pas, ou est-ce qu'ils sont tous les deux corrects et qu'il y a simplement un découplage entre mon premier seuil au niveau cardiaque et mon premier seuil au niveau ventilatoire à développer à l'avenir et à creuser un petit peu. Donc, comme on l'a vu, on a défini notre premier seuil, seuil du lactate 1, seuil ventilatoire 1, et on peut maintenant s'entraîner dans notre domaine d'intensité modérée afin de faire remonter ce premier seuil, afin de faire monter ce premier seuil. Donc, c'est l'effet d'entraînement qu'on va rechercher. On parle maintenant de notre deuxième seuil qui va donc délimiter nos domaines d'intensité élevés et sévères. Définition du deuxième seuil, on prend une bonne vieille définition de 1968, si je ne me trompe pas. Pendant un effort physique, la consommation d'oxygène au-dessus de laquelle la production d'énergie aérobie est complémentée par des mécanismes anaérobies qui provoquent une augmentation soutenue du lactate et de l'acidose métabolique est appelée le seuil anaérobie ou en anglais anaerobic threshold. Le seuil anaérobie est une démarcation fonctionnelle importante puisque les réponses physiologiques à l'effort sont différentes au-dessus de ce seuil par rapport à en dessous de ce seuil. Donc, pour revenir à la première partie de la définition, on a vu au départ, on a vu plus tôt quand on parlait du premier seuil qu'on a déjà des processus, des mécanismes anaérobies, si on veut parler de la glycolyse par exemple, qui sont engagés assez tôt dans l'effort. Mais voilà, on a quand même, on arrive à maintenir une homéostasie métabolique, un équilibre métabolique en dessous de ce deuxième seuil, malgré cette accumulation de lactate, par exemple. Ici, donc, la définition du deuxième seuil, c'est quand, en gros, on n'arrive plus à maintenir cet équilibre et on passe ce seuil et on perd cette homéostasie. Le problème, si on veut revenir sur notre première idée d'utiliser le lactate pour définir ce deuxième seuil, comme on l'a vu, il y a énormément de différentes manières de déterminer ces différents seuils avec le lactate. Et donc, ça ne nous donne pas nécessairement une réponse très précise par rapport à où se trouve
ce deuxième seuil. Encore une fois, ce papier est dans la description si ça vous intéresse. Donc, on se dirige plutôt vers ce concept, cette relation de vitesse-durée, speed duration relationship ou power duration relationship en anglais. Donc, ça marche avec la vitesse, ça marche avec la puissance également. Et c'est une relation qu'on va trouver ici, par exemple, dans les records du monde d'athlétisme. Donc, sur l'axe de gauche, on voit la vitesse en kilomètres/heure et sur l'axe de droite ou l'axe du bas, pardon, on va voir le temps de chaque événement et on voit cette relation hyperbolique entre ces différentes vitesses qui peuvent être maintenues par rapport à différents temps d'effort sur les différentes distances de course. Ce qui est intéressant, c'est que cette relation, elle se retrouve non seulement chez l'humain, mais elle se retrouve aussi, et on le trouve dans la recherche, chez les crabes, chez les salamandres et même chez les chevaux. Donc, en gros, tout ce qui respire, tout ce qui bouge au niveau métabolique démontre ou affiche cette relation entre la vitesse et la durée, cette relation hyperbolique. Et ça nous amène au concept de puissance critique. Donc, ce concept de puissance critique qui décrit en gros le seuil au-delà duquel on va perdre cet équilibre, cette homéostasie métabolique, cet équilibre métabolique. Et on a ce concept, ce modèle de la puissance critique, c'est un modèle mathématique qui est caractérisé par deux paramètres, le paramètre de la puissance critique en elle-même, qui est ce seuil dont on a parlé, et de cette valeur du W'. Le W' étant, si on veut, pour simplifier, comme une batterie, comme une quantité d'énergie fixe qu'on peut dépenser au-dessus de notre puissance critique. Donc, une fois qu'on passe ce seuil de la puissance critique, on va commencer à grignoter nos réserves de W' jusqu'à ce qu'on les épuise complètement, en sachant que le W' est une valeur fixe, alors que la puissance critique est en gros une intensité jusqu'à laquelle on peut maintenir une homéostasie, un équilibre métabolique. Et au-delà de ça, on va commencer à grignoter notre W' si on le met en contexte pour peut-être faire en sorte que ce soit un petit peu plus compréhensible. On reprend l'analogie du W' comme une batterie à quantité d'énergie finie. Ici, par exemple, si on prend mes paramètres à moi, puissance critique de 255 watts avec un W' de 19 kJ. Encore une fois, les unités sont différentes parce que ces deux mesures ne veulent pas dire la même chose. Les kilojoules, c'est donc 1 joule égale à 1 watt sur une seconde. Donc, 19 kilojoules, c'est 19 000 joules. Et donc, c'est cette quantité d'énergie que je peux dépenser au-dessus de ma puissance critique. En gros, dès que je dépasse 255 watts, je vais commencer à utiliser ces 19 kilojoules jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc ici, si par exemple, je me cale à 300 watts dès le départ, eh ben, on va pouvoir calculer, grâce à ce modèle de la puissance critique, combien de temps je vais pouvoir durer à cette intensité-là, étant donné que je connais ma puissance critique et mon W', la quantité de travail que je peux effectuer au-dessus de ce seuil. Et donc, on utilise l'équation que j'avais notée sur le slide précédent, donc 19 000 joules, 19 kilojoules, divisé par 300 qui est ma puissance de travail, moins 250 qui est ma puissance critique. Donc, la différence entre ces deux valeurs, ça me donne 422 secondes, donc à peu près 7 minutes de travail. Ce modèle est assez intéressant dans le sens où il permet de prédire des temps à l'échec, encore une fois, au-dessus de cette puissance critique, au-dessus de ce seuil. Et donc, étant donné ces paramètres-là et ce calcul, je peux tenir à peu près 7 minutes à 300 watts. Donc, ce qui est assez intéressant comme concept. On voit aussi ici d'un papier de David Poole et al. De cette année, en 2021, qu'il y a plein de paramètres physiologiques qui répondent à ces différences qui, on va dire, montrent une différence significative en dessous et en dessus de ce seuil critique, de cette puissance critique. On voit sur les graphiques de gauche, au niveau corps complet, on a la VO2 et on a la lactatémie qui ont une réaction qui est différente en dessous et en dessus de la puissance critique. On a ensuite au niveau intramusculaire la phosphocréatine qui baisse de manière significative au-dessus de la puissance critique alors qu'on a un état stable en dessus. Le phosphate inorganique qui s'accumule de manière rapide et continue au-dessus de la puissance critique. On a l'acide, pas l'acide, le pH, donc le niveau de l'équilibre acide-base
dans le muscle qui va également qui va être affecté de manière significative en dessus et en dessous de la puissance critique. C'est également quelque chose qui se passe au niveau fatigue musculaire. On voit avec avec le concept de torque critique qui est également exploré dans le domaine de la force. Et on voit donc tous ces paramètres physiologiques qui sont influencés et qui peuvent être mesurés en dessus et en dessous de ce seuil critique. On voit également plus récemment un intérêt conséquent au niveau de l'oxymétrie musculaire. Si vous avez suivi un petit peu mes vidéos sur le MOXIE, c'est exactement ce que cet outil-là mesure. Et on voit donc ce papier de Brett Kirby et al. Qui nous dit que l'équilibre entre l'apport et l'utilisation, l'apport et la demande d'oxygène nous révèle un seuil métabolique critique et nous permet de prédire des temps à l'échec, comme on l'a vu avant, en gros, sur ce modèle de la puissance critique qui a une valeur, qui a une capacité prédictive au-dessus de cette puissance critique grâce au concept de W'. On va pouvoir, ou alors en tout cas, ce que ces chercheurs ont pu démontrer, c'est qu'on peut atteindre les mêmes résultats avec des mesures d'oxymétrie musculaire. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a maintenant le concept de puissance critique, qui est encore une fois un modèle mathématique, mais on a une oxymétrie musculaire qui peut être mesurée en temps réel avec un outil comme le MOXIE et qui nous donne des indications extrêmement similaires. Je vous invite à poser ce slide si vous voulez lire les détails de la discussion. On a aussi ce papier très récent également de mars 2021 de Andrew Feldman qui nous parle d'oxygénation critique et du lien entre l'oxymétrie musculaire et la puissance critique. Encore une fois, je t'invite à faire une petite pause sur ce slide si tu veux lire les détails, l'étude en entier en lien dans la description. Et donc, si on revient à ce qu'on a vu avant, on a maintenant nos deux seuils principaux. Premier seuil qui délimite la barrière entre notre domaine d'intensité modéré et notre domaine d'intensité élevé. Et ce deuxième seuil qui est caractérisé de manière optimale par le concept de la puissance critique ou de la vitesse critique, critical power, critical speed, qui marque la définition entre notre domaine d'intensité élevé et notre domaine d'intensité sévère. Pour ceux qui ont entendu parler du MLSS, donc du Maximal Lactate Steady State, pour donner une petite précision là-dessus, c'est donc le maximum lactate steady state, c'est l'état stable maximal du lactate, donc l'intensité à laquelle on peut maintenir un équilibre au niveau de la lactatémie sanguine. D'accord, c'est une mesure qui est encore utilisée et il se trouve que d'après ce que j'ai pu lire, c'est une valeur qui se trouve un tout petit peu en dessous de la puissance critique du fait que, si on veut parler comme ça, le MLSS, ça va être la limite supérieure du domaine élevé, du domaine d'intensité élevée, alors que la puissance critique va être la limite inférieure du domaine d'intensité sévère. Je pense que c'est une bonne façon d'interpréter les choses, de comprendre que ces deux mesures essayent de dire la même chose, mais encore une fois, peuvent être mesurées différemment. Le MLSS, il y a un papier très intéressant que je mettrai également en lien qui parle justement de la distinction et des similarités entre le MLSS et le concept de puissance critique. Je vous encourage à le lire pour mieux comprendre le débat qui fait rage encore autour de ces deux mesures. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule et comment est-ce qu'on mesure cette puissance critique? Eh ben, ça va être très simple. Non, je rigole, ça ne va pas être simple du tout. On va prendre des intensités fixes sur au minimum 5 interventions, sur 5 tests différents, et on va simplement pousser ces intensités jusqu'à l'échec. Ces différents temps à l'échec vont avoir une relation qu'on voit ici, comme on l'a vu avant, qui va nous permettre de calculer cette puissance critique. Donc, on parle bien de 4 efforts maximaux jusqu'à l'échec, qui ne peuvent donc pas tous être faits le même jour, idéalement 48 heures de repos entre chaque effort. Donc, on se retrouve avec une situation où ça fait un petit peu beaucoup de travail pour trouver une valeur qui est certes très intéressante, certes prédictive au-dessus d'elle-même et certes très importante pour quantifier les progrès et délimiter les zones d'entraînement, mais 5 tests jusqu'à l'échec, donc il faut compter à peu près 9 jours de travail. Ça fait quand même beaucoup dans un cycle d'entraînement
sérieux. Heureusement, on a Mehdi Cordy qui a fait du super boulot, autant au niveau vélo, autant au niveau course à pied, sur les concepts de puissance critique et de vitesse critique, et qui nous montre ici qu'avec assez de familiarisation, on peut trouver une puissance critique et un W' qui reste extrêmement fiable avec uniquement 2 tests, un test de 3 minutes et un test de 12 minutes sur le vélo, et 2 tests en course à pied, un 1200 mètres et un 3600 mètres. Je vous encourage à creuser un petit peu ces papiers pour bien comprendre pourquoi, comment et ensuite comment effectuer ces différents calculs. Mais donc, on a un moyen de trouver cette puissance critique ou cette vitesse critique pour les coureurs de manière fiable, de manière simple et sur le terrain sans outils de mesure compliqués. Si on revient donc à pour conclure, si on revient à notre définition de base, la définition d'un seuil, c'est quoi? La magnitude ou l'intensité qui doit être dépassée pour qu'une certaine réaction, phénomène, résultat ou condition se manifeste. Et donc, pour passer en revue ce qu'on a vu aujourd'hui, le premier seuil, c'est quand le lactate les taux de lactate sanguin s'élèvent au-dessus des taux au repos ou que la respiration s'élève au-dessus des valeurs au repos. Et on a un deuxième seuil qui marque la jonction ou qui marque la transition d'un équilibre métabolique à un déséquilibre métabolique et donc qui va ensuite tendre vers la VO2 max et donc vers l'échec une fois qu'on a passé ce deuxième seuil. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Comme je t'ai dit, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci de me faire un retour sur ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Est-ce qu'il y a des choses en trop? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Voilà, je me réjouis d'entendre ton retour dans les jours qui viennent pour que je puisse fignoler un petit peu tout ça et bientôt la publier et la rendre disponible à tout le monde. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour ta participation et puis je te dis à tout bientôt. Allez, ciao.